Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce live. Je m'appelle Charlotte et je fais partie de Charjoum. Nous sommes en live ce soir avec Gaëtz Minassian. Bonjour Gaëtz. Bonsoir et bonsoir à tous et à toutes. Tu es journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po et auteur du livre Les Sentiers de la Victoire, peut-on encore gagner une guerre aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup à toi de répondre à nos questions ce soir. Comme depuis la fin du mois de septembre, donc on fait beaucoup de live avec Charjoum pour que des intervenants nous donnent leur éclairage sur la situation en Arménie. Donc ce soir, bien sûr, on va parler de la guerre, on va parler de l'accord qui a été signé et on va parler de ce qui pourrait être la suite pour l'Arménie, pour l'Artsar, pour leurs habitants, bien sûr, et aussi pour nous autres en diaspora. On va commencer tout de suite peut-être avec un retour sur la guerre. Gaëtz, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pendant ces 40 jours de guerre et nous dire aussi pourquoi l'Arménie a cessé l'accord de cessez-le-feu du coup le 9 novembre? D'abord, merci à toi, Charlotte, et à votre association Charjoum pour me redonner l'occasion de m'exprimer. La dernière fois, on s'était quitté sur l'idée que tant que le Ralabar n'était pas pris, il y avait une chance de pouvoir sortir la tête haute de ce conflit, et notamment l'idée que si le centre de gravité de la guerre, qui est Chouchi, ne tombait pas, eh bien, on pouvait considérer qu'au moins un match nul se profilait entre les Azerbaïdjanais et les Arméniens de la République d'Artsakh. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est très rapidement une vaste offensive sur 300 km qui a percé au sud, dans les plaines, et qui petit à petit est remontée sur le nord, donc en prenant possession de villages arméniens comme Hadrout, et puis en remontant jusqu'à, on a essayé du côté azéri à prendre du côté de la Chine et du couloir, et puis ils se sont heurtés à une forte résistance, et de l'autre côté, ils ont réussi à prendre Chouchi, donc le centre de gravité de la défense arménienne, et non pas par les routes, ce qui est assez paradoxal, mais par la forêt, par les bois. Et les routes sont, et toujours d'ailleurs sous contrôle des forces russes maintenant et des forces arméniennes, mais les bois, eh bien, les Azéris en contrôlent une partie jusqu'à Chouchi, ce qui veut dire que pour tout ce qui est logistique et approvisionnement à Chouchi, c'est très compliqué pour les Azéris. Ils doivent demander autorisation aux forces russes de passer, ce qui complique la donne pour Bakou, qui a annoncé d'ailleurs l'année prochaine un premier festival de cuisine, d'art culinaire à Chouchi. J'ai bien dit Chouchi, hein, parce que j'ai eu un petit bug dans la bouche. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu parler vraiment de défaite militaire. Jusqu'à la bataille de Chouchi, il y avait encore un espoir. Et après la prise de Chouchi par les Azéris, il y a eu cette prise de conscience de la défaite en Arménie. Et c'est pas, même si on se demande ce qui s'est passé exactement à Chouchi, alors je ne rentrerai pas dans le détail, savoir si des brigades ont quitté leur poste, si des soldats arméniens ont fait défection. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça alimente une forme de thèse de complot, ça politise le débat, alors que les militaires arméniens ont été très héroïques. J'écoutais encore mon collègue Rémi Ourdan, qui était un des rares journalistes, reporters de guerre sur le terrain, côté arménien, qui disait, quelle que soit l'issue de la guerre, le courage, l'abnégation, la bravoure des soldats arméniens est à saluer, parce que tenir 44 jours avec une supériorité numérique et technologique azerbaïdjanaise, donc sous une pluie de missiles et ces fameux drones Bayraktar qui ont fait la différence, eh bien, c'était quand même quelque chose qui relève de l'exploit de la prouesse militaire. Et donc, dans cette configuration, eh bien, on peut dire que
La victoire militaire de l'Azerbaïdjan est confirmée. C'est le scénario de ce qui s'est passé en Libye qui s'est reproduit dans le Ralabare, c'est-à-dire djihadistes au sol, côté azéri bien entendu, et avec un appui aérien de drones dans les airs, ce qui préfigure des guerres du XXIe siècle face à une armée arménienne qui était plus dans un modèle soviétique du XXe siècle. Et cette guerre, d'un point de vue enseignement militaire, on peut dire que cette guerre est à cheval et elle incarne le passage d'une guerre du XXe siècle avec une armée du XXe siècle, l'armée arménienne, et on pourra y revenir sur les enseignements, donc un modèle soviétique face à une armée du XXIe siècle, puisque l'Azerbaïdjan n'a pas cessé de s'équiper, de se moderniser depuis à peu près 20 ans, et à un moment donné, eh bien, elle est passée à l'action. Et dans le cas d'une coalition, on peut dire, parce que le Pakistan, on dit qu'il a envoyé des troupes, vrai ou pas, je ne sais pas, mais au moins, il y a au moins de l'équipement militaire. La Turquie, c'est plus que de l'équipement militaire, c'est instructeurs, forces spéciales, les drones, etc., avec toute l'assistance technique. Du matériel aussi israélien, comme vous le savez. Alors, il faut faire la différence entre le gouvernement de Netanyahou et la société israélienne, le gouvernement de Netanyahou et le monde juif dans sa latitude la plus large. Donc, et puis aussi, ce qui fait partie, mais alors pas d'une coalition, mais ce qui fait partie de la guerre, c'est à la fois l'indifférence de la communauté internationale, voire l'impuissance, mais on y reviendra aussi, et surtout, je dirais, les dégâts de la propagande arménienne, parce que moi, je lisais beaucoup, comme d'autres d'ailleurs, comme vos auditeurs, etc. On lisait beaucoup de choses sur l'Arménie, notamment les reportages. Donc, je parle de Rémi parce que c'est un ami, et donc moi, j'ai suivi ça de près. Il faisait un travail très sérieux, et je voyais bien qu'il n'était pas du tout dans la logique défendue par l'état-major arménien d'une victoire. Et c'est là qu'on voit les dégâts et le choc que les Arméniens ont ressenti. C'est à la fois la perte de Chouchi, mais aussi le décalage entre la propagande arménienne et la réalité sur le terrain. Je pense que si dès le départ, il y avait eu non pas le réalisme à 100% de la part de l'état-major ou du commandement politique, mais quelque chose de plus réaliste, je pense qu'il aurait été plus difficile de canaliser la rancœur, la détresse, la stupéfaction des Arméniens d'Arménie et de la diaspora. Voilà. Justement, pour beaucoup, on a l'impression que l'annonce par Nicole Pachinian de l'accord qui a été signé le 9 novembre, c'est venu comme une surprise. Parce qu'en fait, à ce moment-là, beaucoup ne savaient pas que Chouchi était tombé entre les mains de l'armée azerbaïdjanaise. Ça avait été annoncé par Aliyev dès le 7 ou 8 octobre, puis ça avait été démenti. Donc, c'est venu comme un choc pour certains. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les termes de cet accord, de tout ce qu'il dit, donc du corridor au maintien des prises de guerre de l'Azerbaïdjan, les territoires qui doivent être rendus par l'Arménie, etc. Alors, moi, je dirais plutôt un accord de cessez-le-feu ou un cessez-le-feu. Mais un accord comme ça pour dire que voilà, c'est un accord de paix qui est signé, non. On pourrait dire que c'est un armistice, et encore, mais disons que c'est un cessez-le-feu. Et restons prudents parce que la guerre est finie, mais la conflictualité continue. Et j'y reviendrai aussi. Cet accord en 9 points est le résultat d'une longue négociation. Ce n'est pas sorti du chapeau de Poutine dans les dernières 48 heures. En fait, dès le départ, même avant, si vous voulez, parce que il y a quelque part dans ce plan en 9 points, il y a des références indirectes ou directes au plan Kazan ou au plan Lavrov, voire même au principe de Madrid, les fameux principes de Madrid. Mais cet accord est en fait l'illustration, ce cessez-le-feu est en fait l'illustration d'un processus diplomatique qui a accompagné la situation sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est souvent la situation sur le terrain qui impulsait un nouveau round diplomatique, ou alors un nouveau round diplomatique
qui se traduisait sur le terrain militaire. En gros, ça n'arrêtait pas d'appeler, de se répondre. Et on voyait bien, par exemple, à un moment donné, le premier appel au cessez-le-feu sous l'égide de la Russie, puis deuxième appel de cessez-le-feu sous l'égide de la France, puis le troisième sous l'égide des États-Unis. On voyait bien qu'il y avait à la fois une activité intense à l'échelle donc des chancelleries, des diplomaties des différents pays, et en même temps le combat qui continuait. Globalement, l'Azerbaïdjan n'avait aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête tant que Chouchi n'était pas tombé. Pour eux, c'était Chouchi la priorité, parce que quand on contrôle Chouchi, on contrôle le Ralabar, voire, selon certains, on contrôle même le Caucase du Sud. Donc, mais restons sur le Ralabar. Pour les Azerbaïdjanais, il fallait absolument prendre le Sud, c'est ce qu'ils ont fait, mais aussi reprendre pour eux ce qu'ils appellent Choucha. Et pourquoi? Parce que pour eux, c'est le berceau. Ils oublient que l'histoire ne commence pas au 18e, mais elle commence bien avant. Enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. Et pour eux, c'était un symbole. Chouchi, pour Madame Aliyev, c'était symbolique. Et il fallait prendre Chouchi. Et puis stratégiquement, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas répéter, c'est hyper important. Le cessez-le-feu en 9 points reprend en partie le plan de Kazan, avec des variantes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est signé par un des 3 coprésidents du groupe de Minsk, donc la Russie, et il est signé par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le groupe de Minsk n'est pas partie prenante en tant que telle de ce cessez-le-feu. Il prend acte du cessez-le-feu. La France et les États-Unis n'ont pas signé, ne sont pas signataires de ce cessez-le-feu. C'est très important de le dire et on voit les conséquences d'ailleurs depuis un certain temps. Depuis le 9 novembre. Il est rédigé par Poutine, et, enfin, c'est ce que dit Poutine, et il est imposé à l'Arménie, plus qu'à l'Azerbaïdjan, pour des raisons évidentes, de rapports de force en faveur de Bakou. Et il est le résultat, encore une fois, de l'évolution sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Effectivement, rétrocession des territoires, donc les territoires pris par les Azéris restent aux Azéris. Alors, ça veut dire qu'une partie du territoire du Ralabar passe sous contrôle azéri, ça veut dire que les Arméniens doivent tirer une croix sur ce qui s'est passé sur les districts au sud du Ralabar. Et puis, il y a aussi l'histoire des couloirs. Alors, le couloir de la Chine, c'était connu, mais le couloir de Mehri, enfin, c'était quelque chose qui était en l'air comme ça, mais ça a été imposé par Aliyev, avec le soutien de la Turquie, pour des raisons évidentes. Et alors, ce n'est pas du tout comment dire, une amputation du territoire arménien. Il y a toujours une frontière entre l'Arménie et l'Iran. Il faut arrêter le délire. Ce n'est pas du tout plus de frontière entre l'Arménie et l'Iran. C'est juste un couloir par lequel transiteraient des marchandises, des biens, des personnes de l'Azerbaïdjan vers la République autonome d'Azerbaïdjan du Nakhitchevan. Alors, bien sûr, ça rappelle l'époque Kocharian, ça rappelle le plan Gobel pour d'autres, mais ça n'a rien à voir. C'est en fait juste un couloir qui permettrait de faciliter les échanges entre les Azéris. Et en échange, il y a aussi la réouverture de l'ensemble des voies de communication entre les différentes poches arméniennes ici ou là. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Mais ne nous cachons pas. C'est une défaite militaire arménienne. Je veux dire, celui qui ose dire que ce n'est pas une défaite, il n'a rien compris à la guerre. Donc c'est une défaite politique arménienne, c'est une défaite militaire arménienne, c'est une victoire militaire de l'Azerbaïdjan, mais ce n'est pas une victoire politique de l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Et c'est là que c'est intéressant dans les 9 points. C'est premièrement, la République du Ralabar, même moribonde, même affaiblie, est toujours là. Même si elle est réduite dans son assiette géographique, elle est toujours là. Deuxièmement, il n'y a rien sur le statut, c'est vrai, donc ça peut être un inconvénient, mais ça peut être aussi un atout, et j'y reviendrai. Et troisièmement, la Russie est présente maintenant avec un contingent militaire, et l'Azerbaïdjan doit faire avec l'idée d'une puissance tierce sur son territoire, sur ce qu'elle considère comme son territoire. Et donc ça veut dire que si on est victorieux militairement, comment expliquer le déploiement d'une force de maintien de la paix? Et d'ailleurs, si vous regardez les points, on parle de maintien de la paix. On ne parle pas du statut de cette force de maintien de la paix. Est-ce que c'est une force d'observation, c'est-à-dire on observe et on rend compte,
ou est-ce que c'est une force d'interposition? C'est-à-dire, on prend les armes si besoin. Et en fait, d'après ce que l'on voit sur les images du déploiement de ce contingent, il s'agirait plutôt d'une force d'interposition, puisqu'on voit qu'il y a des hommes armés, avec une 90 sans blindés, voire plus, et tout ce qui n'apparaît pas, c'est-à-dire les services de renseignement, la surveillance de la ligne de front avec des drones, enfin bref, tout ce qui fait partie d'une mission d'observation ou pas. Et ça, pour l'Azerbaïdjan, on ne peut pas considérer ça comme une politique, comme une victoire. Je veux dire, la vraie victoire, ça aurait été de dire que le Ralabar n'est plus là et qu'il n'y a pas de force d'interposition ou d'observation russe ou autre. Donc, ce n'est vraiment pas le cas. D'autant que l'image de l'Azerbaïdjan est ternie, et ça, ce n'est pas dans les 9 points, avec l'usage, le recours aux djihadistes, donc les mercenaires islamistes, mais aussi avec les crimes de guerre, les violations du droit international humanitaire commis pendant ces 44 jours de guerre avec les bombes à fragmentation, les sévices sur les prisonniers et les exécutions, les assassinats et aussi les bombes au phosphore, au napalm, pour schématiser. Et donc, il va bien falloir, à un moment donné, que Bakou réponde de tout ça, sans compter le nombre de morts en Azerbaïdjan qui, le jour venu, quand ce sera annoncé, peut susciter quelques mécontentements dans la population. Donc ça, c'est un autre point. Un autre point important, c'est la rétrocession des territoires sous contrôle arménien, c'est-à-dire la poche des Kelbadjar et les territoires à l'est du Ralaba, c'est-à-dire l'ancien Ardam, où là, les Arméniens avaient 2 dates donc avec un deadline, et on ne sait pas ce qui se passe si, par exemple, les Arméniens ne respectent pas cette date. Est-ce que ça veut dire que Bakou bombarde? Vous voyez, il y a encore un trou. J'y reviendrai aussi là-dessus. Et donc, le retour des réfugiés, des déplacés, c'est assez flou parce que qui a envie de revenir dans ces régions où il n'y a plus de villes, il n'y a plus rien, il n'y a plus de marque au sol, il n'y a rien. Du côté azerbaïdjanais, du côté arménien, on voit qu'il y a des départs, mais où on brûle les maisons pour ne pas les laisser à l'ennemi. Ensuite, il y a quelques retours. Alors, on voit bien des images de Yerevan de retour, 17 bus par-ci, 15 bus par-là, etc. Je pense qu'effectivement, petit à petit, la vie va reprendre son cours normal, mais je ne sais pas si les 80 000 Arméniens du Ralabar déplacés pendant la guerre vont retourner chez eux. Donc, ce sera à suivre. Du côté azéri, je viens de dire que ça ne va pas être évident, ça prendra du temps, beaucoup de temps, même s'ils vont tout faire pour accélérer. Et puis, il y a le fameux point, les 2 points importants, donc, outre le déploiement, il y a aussi cette histoire de centre de maintien de la paix. Et pour les Russes, il était hors de question de voir la Turquie se mêler à ces 9 points de cessez-le-feu. Or, pour Bakou et pour Ankara, non seulement il doit y avoir une force de maintien de la paix, mais avec un contingent turc, mais dans ce centre de maintien de la paix, à côté du contingent, eh bien, la Turquie aurait toute sa place. La Turquie a voulu confondre les deux, force d'interposition et centre de maintien de la paix. Et les Russes voulaient séparer les deux, en disant non, la seule force d'interposition, c'est nous. Dans le centre de maintien de la paix, il y aura les Russes et les Turcs. Et avant-hier soir, la Turquie a voté en faveur d'un texte au Parlement, donc, pour le déploiement pour un mandat de 1 an d'une force de maintien de la paix de contingent donc, turc en Azerbaïdjan. Mais où en Azerbaïdjan? Et pareil pour le point d'ancrage de ce centre de fixation, de ce centre de maintien de la paix. Où? Au Ralabar? Pas sûr. Dans les territoires sous contrôle de l'Azerbaïdjan, mais au Ralabar? Pas sûr. Alors, au sud de la région autonome du Ralabar, c'est-à-dire dans les territoires, les districts comme Zangelan, Djebrail, Fizuli, sûrement. Sûrement. Parce que c'est à la fois considéré comme l'Azerbaïdjan et en même temps, c'est près du couloir de Medri. Mais ça veut dire que cet accord, ce cessez-le-feu ou cet accord de cessez-le-feu en 9 points n'est pas forcément le signe d'une victoire de la Russie. Et j'y reviendrai.
Tu dis que le fait que la France et les États-Unis ne soient pas co-signataires de ce cessez-le-feu, ça a des conséquences. Ça a quoi comme conséquences, par exemple? Bien d'abord, ils ont été humiliés. Paris et Washington sortent humiliés de cette affaire. Parce que tout l'objectif de la Turquie, c'était, outre de dégrader la situation au Rojava, c'était aussi de discréditer totalement le groupe de Minsk. Genre, vous ne servez à rien. Vous n'avez rien fait pendant 27-28 ans de négociations, à quoi vous servez? Et nous, on arrive, on renverse la table et on se met autour de la table. Et on veut notre place. Et là, la Russie a été dans l'obligation, sous la contrainte donc, de faire avec. Jusqu'à maintenant, tous les conflits post-soviétiques sont plus ou moins arbitrés, souvent plus que moins, arbitrés par Moscou. Il n'y a pas d'autre acteur à part les belligérants locaux. Et donc Moscou fait l'appui et le beau temps. Là, dans l'affaire du Rojava, il y a l'irruption de la Turquie, de surcroît membre de l'OTAN, donc qui expose l'OTAN. Donc les Russes étaient particulièrement sensibles, particulièrement prudents dans cette affaire. Ensuite, les Occidentaux, donc mis à l'écart par la guerre et par le jeu de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, et indirectement par la Russie, mais la Russie tenait quand même à la présence des Français, enfin, du format du groupe de Minsk, dans ce processus de négociation, puisque dès la première tentative de cessez-le-feu, la Russie, donc signataire, disait, enfin dans les 4 points, disait on garde ce format. Ça voulait dire que la Turquie n'en faisait pas partie. Et la Turquie n'était pas membre, enfin, pardon, n'était pas mentionnée, même indirectement, dans ce premier, souvenez-vous, appel à la trêve humanitaire, le 9 octobre. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Turquie et l'Azerbaïdjan ont poursuivi l'offensive. Pour changer la donne. Donc la Turquie s'est retrouvée mise à l'écart, mais en même temps, par la victoire militaire de l'Azerbaïdjan, la Turquie a pu s'introduire et pénétrer. Et c'est la première fois dans toute l'histoire des conflits post-soviétiques, c'est la première fois que par la force, un acteur étranger à l'espace soviétique se retrouve en position, non pas de force, mais imposante, pour faire autorité et faire comprendre que dorénavant, on ne peut rien faire sans la Turquie. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une co-gestion? Les contours se dessinent. La Russie a sauvé les meubles et a essayé de faire en sorte de reprendre la main sur cette guerre parce que la Russie n'avait pas l'agenda de cette guerre. La Russie a subi le rythme de la guerre. Et c'est pour ça qu'elle a aussi pris son temps, parce qu'elle ne savait pas quoi faire au départ. Est-ce qu'elle aurait dû taper tout de suite, déjà les positions azéries ou terroristes en Azerbaïdjan, ou est-ce qu'elle a préféré attendre, et c'est ce qu'elle a fait, et peut-être qu'elle regrettera, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les atermoiements de la diplomatie russe et de la politique de défense russe, eh bien, ces atermoiements ont porté préjudice aux Arméniens, on le voit bien, ont permis à l'Azerbaïdjan d'avancer, mais surtout aux Occidentaux d'être complètement mis à l'écart. Donc oui, les Français et les Américains se sentent humiliés et ils n'aiment pas ça. Et ils l'ont fait savoir à la fois à Moscou, mais aussi à Ankara et à l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Notamment sur la question d'autodétermination et du statut du Karabakh. Mike Pompeo, dans sa dernière visite d'adieu, est allé en Géorgie, ce qui n'était pas prévu. Et de Tbilissi, il a dit qu'il fallait absolument respecter le droit à l'autodétermination dans le conflit du Rojava. Alors, c'est à la fois important vis-à-vis de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, mais même pour la Géorgie, vous imaginez de Tbilissi de dire ça pour un Américain, alors que les Géorgiens sont plutôt pro-américains depuis la sortie de l'URSS. Le droit à l'autodétermination, alors que quelques kilomètres plus loin, il y a l'Abkhazie et l'Ossétie. Donc ça ne devait pas être très facile pour les autorités géorgiennes d'entendre ce discours. Et puis en France, l'ineffable, comment il s'appelle, Jean-Yves Le Drian, qui disait récemment, je crois que c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, qui a déclaré qu'effectivement, il fallait examiner le statut du Karabakh qui était important. Alors vous savez aussi, alors c'est symbolique, c'est pas central, mais ça a quand même son petit poids, ça donne une indication des mentalités et des opinions. La ville de Paris,
la métropole de Marseille ont voté en faveur d'un texte appelant le gouvernement français à reconnaître l'indépendance du Karabakh, de l'Artsakh. Donc il y a une pression et les Azéris le vivent très mal parce qu'ils n'ont plus la main. C'est là où on voit qu'il n'y a pas de victoire politique de l'Azerbaïdjan. Ils n'ont plus la main. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bombarder ce qui reste du Karabakh. C'est des troupes russes au sol. Ils vont déclarer que le Karabakh n'existe plus. Mais quels moyens ils ont? Aucun. Si ce n'est reprendre la guerre. Mais ils se heurteraient cette fois-ci à la Russie. Et la Russie, c'est là que c'est intéressant. Vous le savez peut-être, Poutine a déclaré il y a quelques heures qu'il ne comprenait pas, et on y reviendra, il ne comprenait pas pourquoi l'Arménie, dès 1994, n'avait pas reconnu l'indépendance du Karabakh. Je voudrais vraiment qu'on y revienne. Mais pourquoi le dit-il et pourquoi fait-il soi-disant preuve d'étonnement, de stupéfaction? Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les Russes savent qu'ils doivent se racheter aux yeux des Arméniens. Et la seule carte qui leur reste, c'est l'indépendance du Karabakh, pour au moins sortir les Arméniens de cette humiliation, de la défaite militaire. Et donc, Poutine veut utiliser cette carte contre Ankara et contre Bakou, et puis les contrarier. Au cas où Bakou et Ankara viendraient à provoquer à nouveau les Arméniens du Karabakh, Poutine pourrait brandir cette reconnaissance, le premier, et faire dire de course à la recherche d'un statut du Karabakh entre Moscou, Paris et Washington, puisque Paris et Washington mettent la pression sur les différents acteurs, et Moscou garde cette carte de la reconnaissance au chaud, un peu comme ce qu'ont fait les Russes avec l'Abkhazie et l'Ossétie. Mais maintenant, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avant, en première ligne, vous aviez l'Arménie, l'Azerbaïdjan, sur le plan diplomatique. Et en arrière-plan, vous aviez le groupe de Minsk, notamment la Russie qui était une forme de leadership. Et là, avec la guerre, il y a eu un renversement, c'est-à-dire qu'en première ligne, vous avez la Russie, un petit peu moins le coprésident du groupe de Minsk, mais surtout la Russie puis la Turquie. Et en arrière-plan, vous avez l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dont les deux ministres des Affaires étrangères sont des seconds couteaux, ce n'est pas des personnages d'envergure. Ayvazyan, le nouveau ministre des Affaires étrangères, et Bayramov, ce n'est pas des diplomates qui font autorité, on va dire. On a beaucoup de questions qui nous arrivent sur le chat. Je t'en pose une tout de suite parce qu'elle est reliée à ce que tu viens de dire. Quelqu'un nous demande quel est l'intérêt des reconnaissances maintenant, donc des reconnaissances internationales de l'Artsakh. Oui, effectivement, la question est intéressante, mais l'intérêt, c'est l'intérêt politique. Je veux dire, est-ce qu'on peut laisser une province arménienne livrée à elle-même, amputée d'une partie de ses territoires, avec une population pareille, qui peut être en difficulté en cas de réouverture des hostilités? Et la seule garantie de sécurité des Arméniens du Karabakh, c'est la reconnaissance de l'Artsakh. Après, je ne sais pas ce que feront les Arméniens de l'Artsakh si cette indépendance est obtenue. Je ne sais pas s'il y aura une indépendance, mais il y aura forcément un statut qui ira peut-être vers une indépendance, mais il y aura forcément un statut. Et ça, pour Bakou, c'est inadmissible. C'est pas possible. Ils ont fait cette guerre pour justement écraser toute velléité arménienne d'avoir un statut. Donc, rien que par la réaction, l'examen de la réaction, le suivi de la réaction de Bakou, on voit qu'il y a un effet politique. Donc oui, le Karabakh n'est pas tombé, les autorités sont toujours là, le gouvernement fonctionne dans la mesure du possible, et puis c'est encore un atout entre les mains de l'Arménie. C'est une carte entre les mains de l'Arménie. Donc il y a un intérêt politique évident, et stratégique aussi. On a une question aussi sur, alors, est-ce que les terres du coup, qui ont été gagnées par l'Azerbaïdjan peuvent être conservées en droit si l'Arménie parvient à faire reconnaître les crimes de guerre, donc l'usage des djihadistes, les bombes à sous-munitions, le phosphore, etc. Je pense qu'il faut dissocier, sincèrement. Ce n'est pas parce que vous êtes... D'abord, c'est une longue procédure, il va falloir réunir les preuves. Alors, les soldats sont là et les blessés sont là comme des preuves.
L'Azerbaïdjan dit que ce n'est pas nous, c'est les Arméniens, mais bon, ça fait partie de la rhétorique guerrière de l'Azerbaïdjan. Je crois qu'il faut dissocier. Il y a la question du statut, il y a les territoires arméniens sous contrôle de l'Azerbaïdjan, et il y a les territoires azéris qui ont été repris par l'armée azerbaïdjanaise. Alors, comme on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir et que personne n'est devin, mais on peut très bien aussi imaginer que dans quelques années, puisque c'est un mandat de 5 ans, qui a cette force d'interposition, les choses peuvent changer. Il y a 5 ans, en 2015, personne ne savait qu'il y aurait une guerre en 2016, et peut-être qu'on savait qu'il y aurait une nouvelle guerre après 2016, mais peut-être pas en 2020. Donc c'est très difficile de savoir ce qui peut se passer. Vous savez, les scénarios dans le Caucase changent systématiquement parce que c'est un couloir. Et un couloir, ben, c'est des courants d'air, et les courants d'air, ça change. Et donc le rapport de force change sans cesse. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut, et on y reviendra peut-être sur les enseignements à tirer, mais le rapport de force changeant, on peut très bien imaginer des modifications ici ou là. Imaginez par exemple l'effondrement du régime d'Aliyev. Pas maintenant, parce qu'il a le vent en poupe, mais dans quelques années, sous l'effet d'un mouvement populaire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Très difficile. Si d'ici là, l'Arménie s'est vraiment rééquipée, modernisée d'un point de vue militaire, et si la Turquie joue un sale coup avec l'Azerbaïdjan contre les Arméniens et la Russie, je ne dis pas dans le mar de café, je dis que ça peut être un des scénarios. Donc on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut dissocier la question du droit international humanitaire qui a été violé de la reprise de territoire par l'Azerbaïdjan, et surtout la question des territoires arméniens du Karabakh sous contrôle de l'Azerbaïdjan, Chouchi, Hadrout et compagnie. Il faut les dissocier, ça n'a strictement rien à voir. Quelqu'un demande sur la vidéo aussi quelles seraient les frontières de cet Artsakh qu'il faudrait reconnaître. Ça, c'est une vraie question. Pour l'instant, c'est très difficile de voir l'assiette. C'est très difficile. On pourrait croire que c'est la République d'Artsakh dans ses délimitations, je ne dis pas frontières, dans ses délimitations actuelles qui deviendraient des frontières, puisque ce serait reconnu comme un État. Est-ce que les Arméniens se contenteront de ce mini-Karabakh, ce mini-Artsakh, ou est-ce que ce serait la base de départ pour ensuite imaginer un scénario plus victorieux dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Peut-être pas, peut-être. À mon avis, non. À mon avis, je pense que si la communauté internationale parvient à cette reconnaissance de l'Artsakh, ce sera tellement cadré, encadré, corseté que d'un point de vue du droit, que ça risque d'être très difficile pour la République d'Artsakh, si elle est reconnue indépendante, d'imaginer une augmentation, une extension de son assiette. En termes de politique intérieure, il y a une situation assez agitée en Arménie. À ton avis, c'est quoi l'avenir politique de Nicole Pachinian? Bon, alors d'abord, la défaite militaire arménienne ne date pas de quelques mois. Elle est inscrite depuis le début de l'indépendance. Cette défaite est inscrite dès 1994. Un peu avant, même si la victoire de 1994 a couvert le reste, mais elle est inscrite, elle est écrite dès le début de l'indépendance, parce que les Arméniens n'ont pas bâti un État. Ils ont bâti un régime, ils n'ont pas bâti un pouvoir, ils ont bâti une oligarchie, et encore. Ils n'ont pas bâti un système politique. Ils ont joué une forme de théâtre d'ombre. Et pendant 30 ans, quel que soit le régime, Levon Ter-Petrosyan et sa majorité, Robert Kotcharian et sa majorité, Serge Sarkissian et sa majorité n'ont pas construit un État. Ils ont construit un régime, mais pas un État. Et j'ai envie de dire, mais quel gâchis ces 30 années. Et moi, je fais partie des gens qui ont, et je ne suis pas le seul, ni pas le premier, mais je sais que je fais partie des gens qui, depuis longtemps, ont dit, ont écrit, et ont été même marginalisés pour ça, mais on dit et écrit qu'il fallait absolument changer de priorité et il fallait absolument créer un État. Et
un régime, encore moins un clan, une oligarchie, et voire une kleptocratie. Je veux dire, ces régimes ont pillé l'Arménie. Levon Ter-Petrosyan, Robert Kotcharyan, Serge Sarkissian, ce sont trois régimes qui ont favorisé ou n'ont rien fait contre la corruption, l'émigration massive. Quand vous pensez, par exemple, que dans cette guerre des 44 jours, on s'aperçoit que les militaires le disent, le commandement le dit, on manquait de moyens, certes, parce que le pays est pauvre, mais on manquait aussi d'hommes. Mais comment voulez-vous que l'Arménie ne manque pas d'hommes? L'Arménie s'est vidée de 1 million d'habitants. Il n'y a pas d'impôts et il n'y a pas de ressources humaines et matérielles. Comment voulez-vous qu'on puisse créer un État? Il n'y a pas d'impôts. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit il y a 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas d'État sans impôts. Sans impôts, pas de recettes. Sans recettes, pas de redistribution. Et ce qui veut dire à la fois un manque de ressources humaines en tant que force de travail, donc moins de recettes pour l'État, mais également un manque de ressources humaines et militaires. Parce que les soldats, quand vous avez des vagues d'émigration de 500 000 dans les premières années de l'indépendance, après 1994, ou même sous Kotcharyan et encore sous Serge Sarkissian, quand vous avez des vagues d'émigration, eh bien comment voulez-vous que l'armée se renforce? C'est impossible. L'État n'ayant pas les ressources pour pouvoir se doter d'une armée moderne, et c'est là on en revient aux enseignements à tirer, mais on y reviendra peut-être plus tard. Donc, lorsque Nicole Pachinian arrive au pouvoir à la faveur de la révolution de velours, eh bien, il hérite de ça. Bien sûr, depuis 2 ans et demi, il a commis des erreurs. Bien sûr, mais lui imputer toute la responsabilité de cette défaite sur les épaules en disant il est arrivé en vendant le Ralabar. Mais c'était faux, il n'a jamais vendu le Ralabar. Il n'a jamais vendu le Ralabar. Au contraire, il avait une autre conception de la défense du Ralabar. Peut-être que pour montrer qu'il n'était pas celui que l'opposition voulait décrire, parce qu'ils lui ont savonné la planche pendant 2 ans et demi. Donc il a dû faire peut-être dans la surenchère. Il l'a mal fait, il parle trop, il est idéaliste, il est clivant, il est un peu autoritaire, mais en Arménie, qui ne l'est pas. Et il a permis à l'État arménien, faut quand même il a permis au service des impôts de récolter plus d'1 milliard de dollars de recettes fiscales. C'est le seul qui a lutté contre la corruption. Est-ce que l'ancien régime, les forces de l'ancien régime, peuvent se targuer d'un tel bilan? Alors on va dire oui, mais regardez, ils avaient le Ralabar à l'époque, même s'il n'y avait pas d'État. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas d'État qu'on a perdu le Ralabar. Ce n'est pas uniquement à cause de Nicole Pachinian et de sa politique depuis 2 ans et demi. Il y a un minimum d'humilité à avoir. Comment peut-on tout mettre sur un homme qui, depuis 2 ans et demi, a essayé de faire ce qu'il a pu avec des erreurs, et notamment, je pense, à ce qu'il a fait avec Robert Kotcharyan. Le problème de Nicole Pachinian, on sait qu'il a un esprit de revanche vis-à-vis de Robert Kotcharyan parce que les événements du 1er mars et parce qu'il a passé 1 an et demi en prison. Mais quand on est chef de gouvernement, on ne met pas comme ça un chef d'État en prison. Il y a la présomption d'innocence, même si j'y crois pas sur l'affaire Kotcharyan, mais il y a un minimum de procédure. Il a voulu jeter les bases d'une nouvelle Arménie, d'un État de droit. Or, il a procédé avec les mêmes méthodes que ceux qu'il a dénoncés pendant la Révolution. C'est-à-dire, il a joué avec les nerfs d'un ancien chef d'État, quel qu'il soit, j'insiste bien, mais je te mets en prison, puis je te sors, puis je te remets, et puis je te ressors. Je veux dire, ça se fait pas. Et puis les procès fleuves. Je veux dire, les procès fleuves, c'était l'époque soviétique, c'était l'époque Levon, c'était etc., etc. Et là, il a fait la même chose. Donc, on ne peut pas imaginer ça. Et puis, surtout, il a donné du grain à moudre à l'opposition qui n'attendait que ça. Et surtout aussi, il a fait d'un mort politique qui était Robert Kotcharyan un vrai rival. Qui pensait à Robert Kotcharyan pendant la Révolution? Personne. Il faut se rendre compte quand même que Nicole Pachinian fait la révolution contre Serge Sarkissian, et c'est le prédécesseur de Serge Sarkissian qui se retrouve en prison. Alors, on va où là? C'est quoi cette histoire? Alors, je ne veux pas revenir sur 2008, mais quand même, en plus, rendez-vous compte, Robert Kotcharyan, le jour de son anniversaire, il est en prison, il reçoit un coup de téléphone de Vladimir Poutine. C'est un luxe.
Mais quand même, ça aurait dû faire tilt, surtout pour que, regardez la fin de l'histoire, c'est pour Pachinian et Robert Kotcharian, c'est que finalement, il le libère, il lui remet le passeport. Alors tout ça pour ça? Tout ça pour en arriver là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Vietnamiens disent, ils ont un proverbe qui dit, quand tu montes sur un tigre, encore faut-il, avant de monter sur un tigre, encore faut-il savoir en descendre. Mais là, c'est pareil, tu montes sur le tigre Robert Kotcharian, qui est soutenu par Poutine, et puis tu redescends la queue entre les jambes parce que finalement, tu ne sais pas comment en descendre. Et donc, c'est là où on voit l'absence de vision. Et moi, j'aurais alors imaginé, parce que je ne suis pas à sa place et je ne compte pas l'être, mais j'aurais imaginé qu'au nom de l'état de droit, eh bien, ils mettent en place une commission d'enquête sur 2008 et qu'ils mettent en examen, s'il le veut, à la suite de cette enquête, il ouvre une instruction et il met en examen Robert Kotcharian, qui resterait en liberté, parce que c'est quand même un ancien chef d'État. Et à ce moment-là, il y a un procès qui aurait pu commencer là, en 2020 ou en 2021, mais pas faire ce qu'il a fait, premièrement. Deuxièmement, comme je vous dis, il parle trop, il intervient trop dans les médias, sur les réseaux sociaux, partout, tout le temps, tout le temps. Donc ça, au bout d'un moment, ça devient fatigant, surtout qu'il dit tout et n'importe quoi. Et parfois, il s'emporte, parfois, il se calme, parfois, il revient sur les propos tenus la veille. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'un chef de gouvernement. Et puis là, pendant la guerre, voir Anna Agopian en tenue militaire en train de faire son petit exercice, vous l'avez peut-être vu sur les vidéos avec une arme à la main, etc. Je veux dire, on n'attend pas ça d'un chef de gouvernement et de son épouse. Je veux dire, c'est ridicule et caricatural. Mais je pense qu'il était sous la pression de l'opposition, qui lui demandait toujours plus. Par exemple, tu vas vendre le Ralabar. Il n'a pas vendu le Ralabar. Tu vas mettre en péril la relation avec la Russie. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est comme à l'époque, l'opposition disait Levon Ter-Petrosyan est anti-russe. C'est pas vrai, il était pro-helsinien. Donc il est pro-russe. Simplement, comme Helsinki était plutôt faible parce que la Russie sortait de l'effondrement de l'Union soviétique, elle héritait de ça et donc elle était faible, très faible, et donc elle avait besoin de retrouver une économie et ça passait par une ouverture vers l'Occident. Donc on a pris ça comme une politique pro-occidentale. Mais Levon Ter-Petrosyan était pro-russe. Il n'a jamais remis en question la 102e base à Gyumri. Il a signé un accord militaire en 1995 avec la Russie. Il a signé un accord militaire en 1997 avec la Russie. Donc, il n'était pas contre la Russie. Ne parlons pas de Robert Kotcharian et de Serge Sarkissian. Non, je pense qu'on a besoin de rationalité, on a besoin de retrouver nos esprits. Nicole Pachinian, aujourd'hui, est un personnage très affaibli, qui, à mon avis, dont la démission est inévitable, mais pas maintenant. Mais la démission est inévitable, surtout quand on voit les manifestations de l'opposition. Il faut arrêter de dire qu'il y a un mouvement de protestation contre lui. Regardez les vidéos, elles sont toutes tournées vers les preneurs les intervenants, vers les orateurs. Parce qu'il y a quoi? Il y a 2000, 3000 personnes à ces manifestations. Comment on peut parler d'un grand mouvement populaire, etc. Le premier jour, il y a eu 7-8 000 Arméniens dans les rues de Yerevan, mais après, ça ne fait que se décomposer. Aujourd'hui, ça ne présente quasiment rien. Je veux dire, les 17 partis, peut-être à part la FRA qui a une puissance dans la diaspora, mais on y reviendra, le reste, et le Parti républicain en Arménie, le reste, c'est rien, c'est des partis à un homme. Donc on ne peut pas considérer ça comme un front anti-Pachinian. Bien sûr que Pachinian doit rendre des comptes, mais le mec, il est le premier à dire je m'incline, je rends des comptes, etc. Mais qui rend des comptes en Arménie? À quel moment dans l'histoire, je ne parle même pas de l'histoire antique ou médiévale ou même moderne, dans l'histoire contemporaine, à quel moment les élites politiques ont-elles rendu des comptes à la population? Jamais. Jamais. Ni la Première République, ni les Soviétiques, pour des raisons encore évidentes, ni la Troisième République, ni la troisième actuelle de 80 aujourd'hui. Aucun chef d'État n'a rendu des comptes. Bon, faut se rendre compte quand même. Je veux dire, Levon Ter-Petrosyan, Robert Kotcharian, Serge Sarkissian ont fait ce qu'ils ont voulu avec les élections.
fraude, tout ce que vous voulez, répression, etc. Et puis, jamais de sens de responsabilité pour dire au peuple arménien, bah, pardon, ou désolé, on s'est trompé, etc. Rien. Et là, maintenant, on accuse Nicole Pachinian, qui a des choses à se reprocher, c'est évident, mais on lui met tout sur le dos. Comme si les 3 autres chefs d'État n'avaient pas de responsabilité. Mais je dirais même que l'ensemble des Arméniens, on a tous une responsabilité dans ce qui s'est passé. Certains plus que d'autres, mais on a tous une responsabilité. Est-ce que tu penses, Gaëtz, qu'au moment où Nicole Pachinian démissionnera, tu dis que ça arrivera tôt ou tard, est-ce qu'à ce moment-là, il y aura une transition normale du pouvoir ou est-ce qu'on risque de revenir à l'ancien régime? Je ne crois pas que l'ancien régime soit en mesure de revenir. Il est vraiment très impopulaire. Et d'autant que maintenant, Poutine ayant pris les choses en main, il a énormément besoin de Nicole Pachinian. Pourquoi? Il va le presser comme un citron. Pourquoi? Parce que Pachinian endosse l'accord du 9 novembre puisqu'il l'a signé. Or, si demain vous avez un nouveau régime en Arménie, même s'il est, disons, encore plus compatible avec Moscou, il suffit que le nouveau Premier ministre dise « moi, j'endosse pas cet accord » et je ne le reconnais pas et je mène la lutte, etc. Donc, Poutine n'a aucun intérêt à se séparer de Nicole Pachinian. C'est évident et c'est ce qui va se passer. Quand vous entendez, par exemple, Poutine dire il a commis des erreurs, oui, Pachinian, mais ce n'est pas un traître, je pense qu'il a raison. Et on ne peut pas me soupçonner d'être pro-Poutine, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez remarqué en Arménie, dès qu'il y a un peu de sens d'ouverture, dès qu'on fait un peu de la politique, on est tout de suite catalogué traître. Levon Ter-Petrosyan avec le Ragabar, on l'a montré du doigt en disant traître. Robert Kocharian avec l'histoire de Medri, où on a inventé une histoire autour de Medri, traître. Serge Sarkissian avec l'ouverture avec la Turquie, trahison, traître. Et là, maintenant, c'est au tour de les Tachnak, à qui on a dit, parce qu'ils n'étaient pas dans la révolution de l'eau, on a dit, vous êtes des traîtres. Et maintenant, c'est Nicole Pachinian pour le cessez-le-feu du 9 novembre, traître. Il faut arrêter, je veux dire, si on commence à cataloguer tout le monde de traître, il reste qui sur la place? Personne. Il faut arrêter cette question de trahison. Alors, la question, c'est plutôt d'où elle vient, pourquoi on en est là, pourquoi dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui sort du rail, tout de suite on le qualifie de traître, on lui jette tous les qualificatifs, tous les noms d'oiseaux, etc. Tout simplement parce que les Arméniens ne sont pas sortis de la mémoire. Et la mémoire, elle est excessive, elle est brutale, elle est intégrale, elle est maximaliste, la mémoire arménienne. Et dès lors que quelqu'un tente quelque chose de politique, eh bien, ça nous dérange. Et tout de suite, on va dire, ça sort du rail, donc on va le cataloguer, on va l'exclure du corps social. Et on l'exclut comment? À travers la trahison. Là-dessus, je rajouterai un autre phénomène qui est lié au système politique arménien des Naharak, des dynastes, ou à l'époque médiévale, eh bien, comme c'était les grandes familles qui se redistribuaient le pouvoir, eh bien, les grandes familles avaient mis en place ce système du dynasticisme qui, tenez-vous bien, institutionnalisait la trahison. C'est-à-dire qu'une famille pouvait très bien être de mèche avec une puissance conquérante voisine de l'Arménie et œuvrer contre le monarque. Et c'était légal. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de système politique fort, voilà ce que ça peut provoquer. Alors ce système était suffisamment souple pour s'adapter à toutes les situations, mais suffisamment aussi ferme pour empêcher toute nouvelle forme de conception du politique. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais sur la mémoire. Les Arméniens, en général, et c'est transcourant, c'est à la fois en Arménie comme en diaspora, c'est à la fois dans les partis, dans l'Église, dans les organisations humanitaires, ce que vous voulez, caritatives, sociales, culturelles, globalement, c'est l'ensemble du corps social arménien, collectivement, pas individuellement, collectivement. Eh bien, ils vivent sous la férule d'une tyrannie mémorielle. Cette tyrannie mémorielle,
est totalitaire d'un point de vue collectif, et elle est alimentée par un imaginaire autodestructeur. Cet imaginaire autodestructeur, c'est contre lui qu'il faut s'insurger. Individuellement, c'est possible. On sort d'une forme d'esprit collectif, on sort d'une forme d'espace normatif arménien, et on se retrouve individuellement à réussir sa vie, s'intégrer, etc. Et finalement, on ne se reconnaît pas dans un discours collectif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mode de régulation dans le monde arménien. En France, les modes de régulation sont lesquels? La citoyenneté, les partis politiques, le vaste mouvement associatif français, les syndicats, etc. La famille, tout ça. Donc tout ceci, quand vous superposez, ça vous fait des modes de régulation, l'éducation et compagnie, ça vous fait des modes de régulation qui sont épais et qui vous retiennent dans votre façon de vous comporter. Dans le monde collectif arménien, les modes de régulation sont rares. L'Église arménienne est un mode de régulation, mais qui a ses propres normes, qui obéit à son propre droit canonique. Et donc, quand on est à fond dedans, on ne reconnaît pas le politique tel qu'il est. Les partis politiques ont leurs propres normes, leur propre imaginaire, leur propre, je dirais, droit idéologique. Et là, pareil, quand on est dans un parti politique arménien, on ne voit pas les normes extérieures. On privilégie les normes du parti. Eh bien, une fois qu'on est sorti des églises qui ne sont pas très populaires, des partis arméniens qui le sont encore moins, eh bien, il n'y a plus de mode de régulation collective. Résultat, individuellement, oui, il y a des réussites, mais collectivement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'en plus, on est sur un mode traditionnel de l'identité politique arménienne. C'est-à-dire que c'est un mode qui est communautariste, associatif, traditionnel et mémoriel. Or, l'irruption de l'État arménien en 1991 change la donne, renverse la table, casse, c'est une vraie césure, c'est le plongeon dans un monde réel. Et ça, les Arméniens d'Arménie, comme de diaspora, mais plus de diaspora que d'Arménie, eh bien, n'ont pas saisi, ne se sont pas emparés de la spécificité d'avoir un État, d'où l'idée que l'Arménie est un État mémoriel, jusqu'à la révolution de velours. Les Arméniens étaient collectivement prisonniers de cette tyrannie mémorielle, de cet imaginaire autodestructeur, parce qu'à force d'exiger l'impossible, à force d'avoir une mémoire intégrale, eh bien, on en vient à être hors sol et sortir du champ réel. Et la guerre de 44 jours, c'est le retour au réel. Et là, d'un coup, vous vous sentez complètement en décalage par rapport à votre situation. Il faut sortir, par rapport à votre monde, il faut sortir d'un récit. Il faut s'autonomiser en tant qu'individu pour retrouver sa place d'un point de vue collectif. Et tout ça, ça demande du temps. Et moi, je pense que l'un des enseignements, il est là. Si on veut que l'État arménien soit vraiment un État, que la patrie soit vraiment un État, il va falloir faire cet effort à la fois individuel et collectif, se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait. Bien tout simplement penser État et pas penser mémoire. Vous savez, la mémoire, pardon. Justement, Gaël, ça passe par quoi créer un État et est-ce qu'il est trop tard pour le faire maintenant? Non, c'est pas trop tard. Heureusement, l'État arménien est toujours là. La République d'Arménie est toujours là. Alors vous allez me dire par où ça passe? Un impôt. Un impôt. La lutte contre la corruption, ça passe par une politique fiscale. Un impôt, par exemple. Ensuite, d'abord, ça passe aussi par l'idée de rendre des comptes au peuple arménien. Tous, Levon, Robert, Serge, Nicole, qui lui l'a fait d'ailleurs, au passage, les partis politiques, l'Église, etc. Il y en a marre de voir les Arméniens pris pour des moutons, etc., etc. Ça suffit. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une sorte de désaffection. Vous savez, s'il n'y a pas d'impôt, les Arméniens n'ont jamais payé d'impôt à l'État arménien. S'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de lien de confiance entre la société et le pouvoir, il n'y a pas de lien de confiance entre les citoyens, si on peut parler citoyens, et les gouvernants. Et donc les élites politiques ont trop pour habitude, dans le monde arménien, de ne rendre jamais de compte. Et un des enseignements que l'on peut tirer et essayer de rectifier à terme, c'est outre une politique fiscale pour avoir un véritable État, c'est aussi d'avoir des élites politiques qui seraient obligées d'une manière ou d'une autre
de rendre des comptes plus régulièrement. Alors vous allez me dire, mais il y a des élections pour rendre des comptes. Ça veut dire que le suffrage les sanctionne. C'est une manière de rendre des comptes. Oui, mais comme les suffrages, la plupart des élections jusqu'à la dernière de 2018-2019, toutes les élections étaient truquées. Donc ce n'est pas le meilleur moyen de rendre des comptes. Et puis n'en parlons même pas dans la diaspora. Il n'y a pas de démocratie. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu de transformation d'une identité. Je veux dire, il y a un décentrement dans le monde politique arménien, il y a un décentrement qui s'est produit. C'est-à-dire que le génocide n'est plus au centre du jeu. Il est remplacé par quoi? Pour moi, par l'État. Du moins, ça doit être le nouveau centre de gravité. Mais tout le monde n'a pas envie de ça. C'est ça qui est terrible, parce que personne n'a le sens de l'État. Il n'y a pas le sens de l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? C'est quoi l'État? L'État, c'est un espace de neutralité. Vous ne servez pas un régime, vous servez un État. Vous ne servez pas un clan, vous servez des institutions. Ce n'est pas pareil. Or, les Arméniens ont trop l'habitude de faire passer le lien personnel avant le lien institutionnel. Résultat, il n'y a pas d'État, il y a un clan. Résultat, il y a du népotisme. Et résultat, les gens partent quand ils ne sont pas dans la hiérarchie, quand ils ne sont pas dans le cadre. Eh bien, les gens qui sont de chaque côté de ce cadre, ils s'en vont et quittent. Et donc, pas d'État. Et je ne reviens pas revenir sur ce que je viens de dire. Donc, il va falloir trouver les ingrédients, les moyens, les ressources pour justement créer les bases de l'État. Et ça passe par l'impôt. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, vous allez importer les vêtements, le prêt-à-porter de l'État modèle européen, de l'État moderne. On va dire, tiens, c'est bien, ce costume me va bien, etc. Mais ce n'est pas un État, c'est un régime. Et c'est ce qui se passe en Afrique, c'est ce qui se passe dans d'autres pays du monde, et notamment en Arménie. Et puis, dans ce qui s'est passé comme enseignement, rendez-vous compte, l'Arménie gagne militairement la guerre en 1994 et ne reconnaît pas le Karabakh indépendant. On s'en remet, tenez-vous bien, on remet l'avenir des Arméniens aux mains de la communauté internationale. Mais on a vu ça où? Quel est le degré de bêtise diplomatique et politique pour en arriver là? Tu voulais tout à l'heure parler de Poutine qui faisait semblant d'être étonné du fait que l'Arménie n'ait pas reconnu le Karabakh dans les années 90. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Et ensuite, on va passer à une dernière question. J'ai répondu pourquoi maintenant il en fait une condition. C'est que c'est une carte entre ses mains et qu'il va essayer d'utiliser le moment venu. Voilà. Je l'ai dit. C'est quoi les enseignements qui sont attirés pour l'Arménie et la diaspora de cette guerre? Alors, déjà, donc, je vous dis, il n'y a pas d'État et il va falloir vite penser à créer un véritable État, transparent, moderne, puissant en termes de redistribution et surtout transparent au sens où il faut lutter contre la corruption et surtout redistributeur. Deuxièmement, l'idée de rendre des comptes, il faut trouver un moyen, faire en sorte que les élites politiques arrêtent ce jeu insupportable de ne rendre jamais de compte, que ce soit en Arménie ou dans la diaspora. Il faut se rendre compte, quand on est dans la diaspora, par exemple, on nous demande de venir à des manifestations et de donner notre argent. Donc venez, donnez votre argent, mais surtout, je vais dire un mot, fermez vos gueules. On est où là? On va où? On va où comme ça? Qui a décidé? C'est fini ce temps. Il va falloir transformer l'individu comme un acteur de la vie politique, comme un décideur à la fois de son destin, puisqu'on est assez mature, on vote en France, on vote aux États-Unis, Canada, Argentine, on est responsable. Pourquoi arriver à des élections en Arménie, on ne serait plus responsable? Moi, je me souviens, j'ai participé à un projet d'élection, j'ai présenté un projet d'élection démocratique. Je me souviens, dans les différentes réunions, il y en a un qui m'a sorti un jour, je ne peux pas te donner son nom, ça sert à rien. Les Arméniens n'ont pas besoin de démocratie. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Donc, il faut passer d'un modèle de ce que Weber appelle la légitimité traditionnelle, donc le modèle actuel des églises, les partis, etc., où tout est décidé entre eux et ensuite les autres doivent appliquer ou partir, parce que c'est ça aussi. Et après, on se plaint qu'il n'y ait personne. Ben oui, c'est l'entre-soi. C'est l'entre-soi. Si vous êtes membre de telle organisation, ben vous allez à telle manifestation, mais surtout, on ne veut pas aller voir ailleurs, parce que c'est comme ça. Chacun dans sa chapelle. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de culture d'État.
Alors, oui, la démocratie en Arménie comme dans la diaspora, parce que ce n'est pas la démocratie qui pose problème en Arménie, c'est le dévoiement de la démocratie. Ce n'est pas les libertés qui posent problème en Arménie, c'est les violations des libertés. Donc, État fort avec une armée forte, une armée du XXIe siècle. Et j'en reviens à ce que j'ai dit au début. On a un modèle soviétique de l'armée. Ce n'est pas le soldat, hein, attention. Le soldat arménien est très bon. On l'a vu, là, 44 jours de guerre, il fallait tenir sous les bombes, sous cette pluie de missiles, de dévastateurs, de drones Bayraktar et autres. Donc, ce n'est pas le soldat arménien, c'est juste la structure du pouvoir, la philosophie de défense, le modèle stratégique qu'il va falloir revoir. On est resté sur un modèle de contre-attaque, c'est-à-dire artillerie blindée. La flotte aérienne, elle est tardive, elle est 10 avions, 15 avions. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous en perdez un ou deux, vous laissez les autres sur le tarmac. Et c'est ce qui s'est passé. L'Arménie a perdu un avion, on n'a pu utiliser d'autres avions. Donc, on est dans cette. Il va falloir repenser toute la philosophie de défense de l'outil militaire arménien. Donc, ça, c'est le deuxième enseignement, la défense. Le troisième enseignement, c'est de sortir de la tyrannie mémorielle. C'est de rompre avec. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de se mentir. Je veux dire, comment voulez-vous qu'on ait un pays puissant lorsque le pays se vide depuis 30 ans? C'est facile d'aller en Arménie, de chanter autour d'un feu et de repartir à Los Angeles, Paris, etc., etc. C'est très facile. Et finalement, cette guerre, elle a apporté quoi? C'est vrai, un véritable sentiment d'union Arménie-diaspora. OK. De la dignité, certes, mais de l'impuissance. À part le levier financier, on a donné de l'argent et là, il y avait une véritable cause à défendre. Mais sinon, comment ça se traduit? Là aussi, c'est un gâchis pendant 30 ans. Il y a plein d'idées à mettre en place dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité, la diaspora arménienne n'a jamais été utilisée par les pouvoirs publics arméniens. Jamais. On a trop tenu compte des organisations traditionnelles arméniennes qui n'ont rien apporté de fondamental. Il faut dire ce qu'il y a, à part une aide humanitaire. Mais quand on prend les partis politiques de la diaspora vers l'Arménie, ils ont été plutôt bernés par la mentalité de certains en Arménie qui leur ont fait croire je ne sais quoi, mais en tant que tel, quand vous prenez par exemple la France et les États-Unis, prenons les deux cas où il y a une forte diaspora arménienne, eh bien, les partis politiques arméniens auraient dû apporter en Arménie l'expérience de l'État de droit, l'expérience de ce qu'est un État. Parce que nous, ici, on vit en France, dans un vieux pays. Aux États-Unis, on vit dans un pays qui est une grande démocratie. On aurait dû faire état de ce que c'est qu'un État. Rien n'a été fait. Rendez-vous compte, l'autre jour, j'écoutais Nicole Pachinian. Il disait qu'il n'y a pas eu en 30 ans la moindre réforme de l'éducation nationale. Vous vous rendez compte? La moindre réforme de l'éducation nationale. Voilà un enseignement. Tout miser sur l'éducation. Essayez de voir autrement l'avenir de l'Arménie que par le territoire. Je ne dis pas qu'il faut renoncer au Ragabar, ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut voir d'autres formes de moteurs d'influence et de puissance que l'outil militaire. Alors vous allez me dire lesquels? Par exemple, les nouvelles technologies, l'économie. Alors, mais comment un petit marché? Mais il y a un savoir-faire en Arménie. C'est tout ça qu'il faut revoir. Et tout ça, ça ne veut pas dire uniquement le laisser entre les mains des organisations complètement calcifiées, que ce soit en Arménie ou dans la diaspora. Il faut tenir compte des individus. Je ne parle pas de moi, je parle des gens qui sont des économistes, des hauts fonctionnaires, des universitaires, des gens qui ont l'expérience de terrain et qui peuvent apporter leur savoir-faire. Ce n'est pas fait. Je te donne un exemple tout bête, Charlotte. J'ai un cousin qui est ingénieur spécialiste des drones, militaire. D'accord? Et c'est un exemple, je pourrais en donner d'autres. Et je pense que les auditeurs ont aussi des exemples à donner. Comment expliquer ce gâchis, cette incapacité depuis 30 ans à ne pas se doter de ce type de ressources?
Alors, tu vas me dire, mais est-ce qu'il a fait appel à… Mais ce n'est pas la question. Il n'y a pas de base de données, il n'y a pas d'endroit où quelqu'un peut laisser son CV ou laisser un petit mot pour dire, voilà, j'ai tel profil, je peux être utile dans tel domaine. C'est ça vers quoi il faut tendre. On a tous les corps de métier à notre disposition. Tous les corps de métier. Et comme il n'y a pas de saut métier, tu peux imaginer tous les corps de métier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans? C'est ça le gâchis, c'est ça la réalité. On n'a pas cessé de se mentir. On va peut-être finir là-dessus et conclure parce qu'on est ensemble déjà depuis 1 heure. Là, tu parles en soi de la rapatriation, sinon d'une partie de la diaspora, du moins d'un moyen de transmettre leurs talents, leur savoir-faire, leurs compétences, etc. Plus largement, comment est-ce que toi, tu vois le rôle idéalement de la diaspora dans l'avenir de l'Arménie? Écoute, la mondialisation, Charlotte, c'est 3 principes. C'est l'interdépendance, d'accord, des individus, c'est la mobilité, d'accord, on bouge. Donc, je ne suis pas pour dire que tous les Arméniens doivent retourner en Arménie ou inversement vider l'Arménie. Ce n'est pas ça que je dis. C'est la mobilité. Partir, venir, partir, venir. Et le 3e, c'est l'inclusion. On rentre dans des processus et on s'y sent plus ou moins bien et on continue dans ces domaines. Donc, c'est ces 3 caractéristiques qui peuvent définir plus ou moins la mondialisation. Il va falloir travailler là-dessus. L'arménien global, l'État global, c'est ça que ça veut dire. Moi, sincèrement, voilà ce que je peux préconiser, si je peux me permettre. Au lieu d'arméniser l'espace public français, qui est une vieille vision de la diaspora, une vieille conception de la diaspora, au lieu d'arméniser l'espace public français, au lieu d'arméniser l'espace public américain, canadien, argentin, etc., francisons l'espace arménien d'Arménie. Américanisons, russifions, faisons de l'Arménie à la fois cette terre qui va permettre à l'ensemble des différentes identités arméniennes de pouvoir se brasser parce que la culture arménienne est tellement forte qu'elle va pouvoir intégrer tout ça et faire en sorte que la diaspora, ce ne soit pas de l'Arménie vers la France, mais plutôt la France vers l'Arménie. Et là, on aura fait un grand pas. Mais là, le problème, ça demande une autre compétence que d'aller demander de baptiser telle rue, je ne sais pas quoi, arménien, d'avoir un centre culturel qui est quasiment vide, d'avoir beaucoup de bâtiments où on se demande à quoi ça sert, alors qu'il faut rénover les écoles en Arménie, faire en sorte de pouvoir donner son savoir-faire, de transmettre son savoir-faire, etc. Donc, français. Parce que c'est ça aussi, quand on va en Arménie, eh bien, on se sent français, quand on se sent américain, etc. Mais on se sent aussi arménien, et on veut faire partager ça. Moi, je prends mon exemple qui est tout bête. Je forme les élites à Sciences Po. Tu sors de Sciences Po, tu sais de quoi je parle. On forme les élites à Sciences Po. On est quelques-uns profs d'origine arménienne. Pourquoi on n'a jamais, et pourtant c'est pas faute de l'avoir dit, pourquoi on n'a jamais fait appel à nous pour former les élites en Arménie? Tout passera par l'éducation. Tu me demandes un des enseignements, tout passera par l'éducation. Une éducation forte, c'est des écoles, des établissements, des universités talentueuses, performantes, et ça veut dire un État fort, des citoyens forts. Et à ce moment-là, on arrêtera de jouer le jeu de la mémoire, de la tyrannie, et surtout de faire croire que, qu'on soit en diaspora ou en Arménie, on détient une sorte de vérité. Non. Il va falloir vivre avec la mort de ces 2000, 3000, je ne sais pas combien de milliers de soldats arméniens morts, de jeunes morts. Il va falloir vivre avec pendant les 20-30 ans qui viennent, voire plus, mais au moins pour une séquence de 20-30 ans. Tu vois ce qui s'est passé de 1965 à 1988-89, c'était une vaste dynamique de réparation, une vaste spirale de réparation. Le génocide, l'identité, etc., la reconnaissance. À partir de 91 jusqu'à 2020, c'était une sorte d'euphorie, d'utopie quelque part. Mais quel gâchis! Quel gâchis! Heureusement, la République d'Arménie est toujours là, mais on est parti pour une période longue de tourments et en même temps d'espoir. D'espoir si on arrive à se débarrasser des contingences, à se débarrasser des stigmates d'une mémoire étouffante. C'est ça qui nous tue. C'est ça
qui nous met dans cette difficulté de ne pas comprendre le monde tel qu'il est, mais tel qu'on voudrait qu'il soit. Et tel qu'on voudrait qu'il soit, c'est la mémoire qui parle, c'est pas l'histoire. Merci, Kate Minassian. On va s'arrêter là pour ce soir. Ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Merci beaucoup. Tu peux donner mon mail, je répondrai aux questions s'il faut. Ça marche, on va le... minassian.gates@gmail.com. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. On a un prochain live Facebook qui arrive avec Charjoum aussi. Il me semble que c'est samedi soir, donc à vérifier, mais suivez notre page et vous pourrez aller voir. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci à toi, Gates. Merci Charlotte, merci à tous pour votre attention et j'espère ne pas avoir été trop bavard ou trop... C'était parfait. Chiant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.